Donc, vous récupérez vos affaires respectives. Duncan et Claire, de toute façon, vous étiez déjà logés à l'hôtel, vos affaires sont déjà là avec vous. Oscar te prépare tes affaires, John, pour pouvoir partir en voyage. On va dire des vêtements plutôt légers, puisque encore une fois, c'est l'été, il fait très chaud. La chaleur s'étend vraiment sur tous les États-Unis pour le coup. Donc vous prenez le train pour New York, c'est ça dans un premier temps ? C'est ça. Ok, parfait. Le voyage est assez rapide pour New York, c'est pas très loin d'Arkham. Vous partez le soir même, vous partez le lendemain, dites-moi. Le soir même. Ah oui, le soir même. Le soir même, très bien. Ok, vous attrapez un train qui part pour New York ce soir-là. Vous arrivez assez rapidement dans cette ville qui est beaucoup plus importante qu'Arkham et beaucoup plus développée. Là, c'est la vraie ville avec certains quartiers riches et certains quartiers pauvres. Est-ce que tu as amené Oscar avec toi d'ailleurs, John ? Est-ce que ton fidèle serviteur t'accompagne ou est-ce qu'il est resté à la maison Je pars pour plusieurs jours, je pars toujours avec mon fidèle Oscar, je ne suis rien sans lui. Tu ne fais rien sans Oscar, d'accord. Donc Oscar porte tes bagages, bien évidemment, tes lourdes valises de 30 kilos chacune pour 3 jours de voyage, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, bien évidemment. Donc, vous arrivez à New York dans la soirée, vous vous rendez assez facilement au domicile de Donald Carter, puisque vous avez son adresse. Une calèche vous emmène là-bas rapidement. Donc, c'est dans un quartier un peu populaire, et puis vous voyez, il y a un appartement dans un immeuble de 2 étages. C'est en tout cas à ça que correspond cette adresse. Et vous voyez que a priori, il occupe un appartement qui ferait tout le 2e étage de ce petit immeuble. Vous montez les quelques marches qui amènent au 2e étage, et puis une fois que vous avez frappé à la porte, c'est Donald Carter lui-même qui vous ouvre la porte. Vous voyez une personne un peu, je vais pas dire presque pas gêné d'ouvrir la porte, mais vous sentez tout de suite que c'est une personne relativement timide. Il vous regarde jamais dans les yeux, il baisse toujours les yeux plutôt au sol. Une espèce de petite casquette sur la tête, un demi-sourire, mais guère plus. Et voilà, vous sentez que, enfin, il a la peau plutôt blanche, donc il ne doit pas trop s'exposer au soleil pour le coup. Voilà. Oui, messieurs, juste avant madame, qu'il ouvre la porte, oui. Avant qu'il ouvre la porte, je regarde Claire et je dis bon, pour le coup, c'est plus ton domaine, hein, le domaine artistique. On te laisse engager la conversation avec lui, ce sera peut-être plus simple, tu auras peut-être mieux les mots. Voilà, donc il vous ouvre la porte. Oui, bonjour messieurs, Madame Larue. Quel honneur. Mais je vous en prie, entrez avec vos amis. Oh là là, qu'aurais-je pensé un jour vous rencontrer une artiste telle que vous, je vous en prie. Allez-y, entrez. Tous les deux, ils vous même pas un regard, hein. Il est totalement en admiration devant Claire. Je vous en prie, entrez. Il vous fait entrer dans un appartement en fait où il y a plutôt une grande pièce en fait dans laquelle il y a pas mal de toiles qui sont déjà un peu exposées, des trucs qui sont en cours, des trucs qui sont finis, des trucs qui sont barbouillés dans tous les sens. Voilà, toi Claire, t'es tout de suite dans ton élément en train de voir ça, même si toi ta spécialité c'est plutôt la sculpture. Tu vois qu'il peint dans différents styles, il essaye différentes choses, de l'impressionnisme, de l'expressionnisme, un petit peu de cubisme aussi, tu vois, même si c'est pas le truc encore trop à la mode, il cherche peut-être un peu, il fait différents trucs, et je trouve quand même qu'il a du talent, le garçon, mine de rien. Madame Larue, mais quel honneur de vous rencontrer, mais que me vaut le plaisir. Enchanté, Monsieur Carter. Je viens avec mes compagnons. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire des nouvelles récemment ? Non, écoutez, non, je lis très peu le journal. Pourquoi quelque chose d'intéressant que j'aurais raté ? Plutôt triste, je vais dire. J'ai le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Ramberton et également de Monsieur Corman. Ken ? Oh, cette charmante personne ? Oh mon Dieu, mais
Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas exactement encore et on venait aux nouvelles à propos d'une invitation que vous aviez eue, par monsieur Ramberton et à cette fameuse soirée, heu, il y avait, heu, il y avait un certain nombre de personnes et on aimerait savoir si vous aviez remarqué quelque chose de particulier lors de cette soirée? Oui, tout à fait. La dernière fois que j'ai vu Charles et Ken, c'était, à une soirée chez Charles, il y a un peu plus d'un mois à peu près. J'étais à Arkham à ce moment-là et monsieur Ramberton nous a invités pour découvrir son musée privé. Heu, pour moi, pas grand-chose d'intéressant, mais bon, je n'y comprends pas grand-chose à ces choses, historiques. Heu, je trouve pas que récupérer des plumes d'oie d'un chef indien soit quelque chose de très extrêmement intéressant, mais si ce n'est pour peindre, à la limite avec. Mais toujours est-il qu'effectivement, il s'est produit un phénomène un petit peu particulier ce soir-là, cette espèce de pierre qui s'est mise à luire. C'est quelque chose d'assez particulier. Effectivement, en plus la lumière était, un peu, était un peu bizarre. C'était une aura presque, j'aurais dit presque vivante. Ça pulsait presque comme un cœur peut battre. C'est vraiment quelque chose qui m'a transporté et je j'avoue que je rêve souvent à cela et que j'aimerais bien réussir à pouvoir, transposer l'effet que ce que cette chose a fait sur mon esprit. J'y pense beaucoup, mais je n'arrive pas encore à retrouver cette espèce de nuance. Et tu vois, pas très loin derrière lui, il y a un tableau avec différentes nuances de rouge où tu vois qu'il a essayé de trouver plusieurs trucs. Et regardez ce tableau là, voilà, mais j'arrive pas à trouver la façon dont la lumière pouvait sortir. J'arrive pas à reproduire ce genre de choses. C'était quelque chose de vraiment très, très, très particulier. Effectivement, c'est un phénomène remarquable en effet. Mais que s'est-il passé? De quoi sont-ils morts? Est-ce que vous sauriez dessiner la pierre? Est-ce que vous seriez capable, a priori, il y avait des symboles dessus? Ça vous Mmh, dit quelque chose? les symboles, non, je n'ai pas particulièrement fait attention, mais la pierre, oui, effectivement. Et puis, tu vois, il attrape un bout de papier, puis il dessine un espèce de triangle un peu épais, et puis, il gribouille trois quatre trucs qui pourraient ressembler à des runes, vaguement dessus, mais c'est juste histoire de dire qu'il y a quelque chose, quoi. Donc, vous pouvez voir, voilà, que ça représente parfaitement la description que vous aviez pu en avoir, en tout cas, qui a été faite jusqu'à maintenant. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. De quoi sont-ils morts? On ne sait pas exactement encore. C'est pour ça qu'on continue de chercher, des Mmh. indices sur cette fameuse soirée qui nous semble correspondre. J'ai Ouais, En tout pourtant, une cas, autre question d'ailleurs sur cette fameuse soirée. Il y avait, un homme qui était étranger à votre ami, au groupe qui est habituellement invité, heu, à ces soirées. Est-ce que vous vous souvenez du professeur McCardwell? oui, en effet, je me souviens de cet homme. Il m'a pas du tout fait une bonne impression, il me semblait extrêmement, hautain, dédaigneux quelque part. Je ne sais pas pourquoi, monsieur Amberton l'a fait participer. Je crois qu'il s'est présenté comme étant spécialiste de l'histoire indienne. Mais je me rappelle pas qu'il ait parlé pendant la soirée. Je n'y ai pas fait attention. Vous savez, je suis souvent perdu dans mes pensées à réfléchir à mes peintures. Moi-même, je ne parle pas beaucoup en général et je suis plutôt du genre à écouter ce qui se passe autour de moi et je ne me rappelle pas qu'il ait dit grand-chose. Heu, moi, je n'ai pas particulièrement fait attention à lui. Pourtant, il était assis à côté de moi, mais non, nous n'avons échangé que quelques civilités, passer les plats, ce genre de choses, mais voilà, rien de effectivement, je n'avais absolument pas engagé la conversation avec lui. J'ai plus eu l'impression qu'il avait, écouté nos conversations pendant la soirée, conversations qui n'avaient, pas forcément beaucoup d'intérêt, dans le cadre de cette soirée mondaine. Intéressant. Et par hasard, vous n'auriez pas une idée de où il enseigne, où il aurait pas partagé ce genre de choses? J'ai cru comprendre qu'il venait
Colorado, je crois qu'il en a fait mention à un moment, mais je ne suis pas sûr. Colorado, intéressant. Intéressant. Très intéressant. En même temps, les Indiens vivent encore par là-bas, donc ça semble assez logique que cette personne puisse être originaire de là-bas si elle est spécialiste de l'histoire indienne. Il y a effectivement des choses qui se recoupent. Vous n'avez rien remarqué d'autre de particulier, ou même depuis cette fameuse soirée d'événements spécifiques, de personnes louches Non, vous savez, je sors assez peu de chez moi. Je guette l'inspiration et quand ça me prend, je peux rester plusieurs jours sans sortir à me pencher sur mes toiles. Monsieur Carter, vous permettez que je garde le croquis que vous avez fait de cette pierre? Oui, bien sûr, pas de problème. Alors, je suis désolé parce que ça ne ressemble pas du tout en réalité à ce que c'est. Enfin, les symboles qui étaient écrits dessus, c'est pas du tout ça. Mon trait a été extrêmement rapide et il me faudrait beaucoup plus de temps pour ça. Mais je suis désolé. Enfin, ce n'est qu'un croquis, encore une fois. Ne vous excusez pas, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour me donner une idée générale de ce qu'on cherche. Très bien. Ok, bah écoutez, je vous le laisse. Voilà. Je vous en remercie, Monsieur Carter. Mes chers amis, je pense que nous pourrions prendre congé de Monsieur Carter, et je vous propose que nous continuions notre périple plus à l'ouest. Tout à fait, mon cher John. Vous quittez le domicile de Donald Carter. Le lendemain, vous reprenez un train à la gare de New York qui va en direction de Denver. La route est assez longue, effectivement, ça prend environ 3 jours pendant lesquels vous profitez de ce qui est à bord du train. Vous êtes en première classe. John s'est arrangé pour ça, tant qu'à faire, lui, il ne dort pas n'importe où. C'est un petit peu une goutte d'eau dans ce qui se passe. Vous allez me faire un jet de doc, tous les 3, s'il vous plaît. Sur 85 pour moi. Et c'est un 26. Ouais. 96 pour Claire. Ce n'est pas un échec critique. Et 80 pour John, c'est un échec également. Claire et John qui n'ont pas les yeux en face des trous, peut-être les mal des transports, que sais-je. Non. Alors, quand vous montez tous les 3 dans le train à New York, tu as l'impression, Duncan, de voir des gens qui vous regardent tous les 3 de façon un petit peu insistante monter dans le train. Comme une impression d'être suivi. Ouais, un petit peu, ouais. De toute façon, j'allais te... C'est bien, ça correspond, parce que j'allais te demander... Enfin, en tout cas, j'allais t'indiquer que j'allais observer si dans le train, j'avais l'impression de voir des gens qui allaient dans la même direction que nous, ou qui insistaient sur nous, donc ça tombe bien. Alors, tu fais attention pendant les 3 jours de trajet dans le train, si tu vois ces personnes qui sont dans le train également, mais tu ne les vois pas. D'accord. Tu fais plusieurs allers-retours, mais tu les vois pas. C'est vraiment, tu as l'impression qu'ils étaient sur le quai à vous regarder quand vous êtes monté dans le train. Du coup, je profite du voyage également donc pour prévenir John et Claire que j'ai remarqué des personnes avec des impairs, tout ça, enfin qui nous fixaient très attentivement quand on est monté dans le train. Et je leur émets également l'hypothèse qu'on sera peut-être attendu à Denver et que les personnes, en tout cas, qui pourraient nous attendre, s'ils ont dû être prévenus, c'est par télégramme, enfin quelque chose de rapide. En tout cas, c'est l'impression, c'est mon impression. Ok. Quel est votre but une fois que vous serez arrivé à Denver? Pour le coup, c'était aller voir la boutique, je pense. La boutique et se renseigner sur le professeur. Voilà. Sur Mac Caldwell. Donc le trajet, c'est environ 2000 km. Et puis, au bout des 3 jours, vous commencez à voir au loin se dessiner devant vous les montagnes rocheuses, qui sont des montagnes assez impressionnantes. Le paysage change pas mal aussi, puisque vous passez d'endroits
plutôt construit et civilisé à des grandes plaines vides où on va encore passer parfois des troupeaux de bisons. Hein. C'est arrivé que dans le trajet, vous soyez arrêté 1 heure ou 2 heures parce que le troupeau est en train de passer et puis le train il est obligé de s'arrêter, il est obligé de les laisser passer, sinon c'est pas possible. Et puis vous finissez par arriver donc à Denver, qui est donc la capitale du Colorado. Alors c'est quand même une grande ville. Hein. À l'époque, il y avait environ 250 000 habitants, donc c'était quand même une bonne ville pour le coup. C'est quand même une cité assez moderne. Malgré tout, il n'est pas rare dans la ville de croiser encore des hommes en tenue de cow-boy avec les éperons. Certains marchent sur leurs chevaux. Ils ont potentiellement, alors pas beaucoup parce que c'est quand même assez civilisé, mais certains ont même encore des armes autour de leur ceinture. Voilà, il y a encore du vrai cow-boy qui se balade par là. D'accord. La conquête de l'Ouest garde encore ses droits. Les bars, on appelle encore ça des saloons. Et il y a encore les portes à double battant qui sont devant. Voilà, c'est chose assez logique. Que faites-vous une fois que vous descendez du train? Quelle est votre première... donc vous avez parlé tout à l'heure de la boutique ou de recherche. Je pense que le plus simple, c'est d'abord de trouver la boutique, puisque comme c'est une boutique d'antiquité, on aura peut-être des informations justement sur le professeur là-bas. D'accord. Donc il va falloir que vous vous renseigniez pour trouver l'adresse, parce que vous avez juste le nom du magasin. Wow. Du coup, ouais, dans un bureau de poste, hein, c'est le plus simple. Ouais, bureau de poste. Hein. Oui, donc assez facilement vous trouvez où est l'adresse. C'est clairement dans un quartier chic de Denver. Vous voyez, vous arrivez dans la rue en question et vous voyez que le magasin Callum et Johnson Antiquities, c'est clairement dans le centre-ville, et c'est un établissement vraiment luxueux pour le coup, avec plein d'antiquités qui vont de la momie égyptienne à certains meubles laqués chinois, des sabres de samouraï, certaines... Enfin, voilà, vraiment, il y a des choses qui sont assez riches, clairement, et c'est des choses qui pourraient t'intéresser. John, tu n'avais jamais vu ce type de magasin jusqu'à maintenant, et il y a des choses qui pourraient clairement enrichir ta bibliothèque personnelle, en tout cas, pour toi. Les prix ne sont pas indiqués, ce qui, selon toi, est synonyme du fait que c'est probablement hors de prix. Formidable, tout ce que j'aime. Avant qu'on rentre dans la boutique, j'indique à John, je pense que le motif qu'on pourrait utiliser pour nouer le contact, c'est que tu t'intéresses beaucoup à tout ce qui touche aux antiquités indiennes. Genre l'amener à nous parler de ces objets-là, de ces artefacts-là, et peut-être, on jamais, hein, qui tomberait sur quelque chose, qu'on en apprendrait un peu plus sur cette pierre. Au pire des cas, tu peux dire que tu as été invité à une soirée mondaine et que tu as aperçu, et puis là je te donne le croquis, une pierre de ce style et qu'elle t'avait beaucoup marqué. Tu vois ce que je veux dire? Et avant de rentrer, je regarde tout autour de moi si je constate des personnes soit qui nous suivent, soit qui nous regardent, ou alors qui se seraient stationnées en même temps que notre calèche et qui bougeraient plus, qui attendraient, tu vois. Ok. Fais-moi un jet de toc. Tu remarques rien de particulier. Ok. Je reste quelques minutes quand même devant la boutique avant d'entrer. Ok. Donc tu regardes pendant quelques minutes, tu vois des passants à droite à gauche qui passent, qui font pas attention à toi. Certains passants voient que tu es dehors sans trop bouger, ils baissent la tête, ils te saluent en mode juste pour de la politesse, tu vois. Vraiment. Ouais, voilà. Et en même temps, je fais mine de fouiller dans mon sac pour faire semblant de trouver quelque chose en même temps que d'observer. Les autres rentrent pendant ce temps-là? T'es tout seul dehors ou Ah bah après, si quelqu'un d'autre... Enfin, pour moi, j'étais tout seul dehors. Après, je sais pas ce que les font. Tu rentres? Claire, tu rentres aussi? Je rentre aussi. Ok. Vous poussez la porte tous les deux du magasin, il y a une petite clochette à l'intérieur qui fait gling 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 gling. Et puis vous voyez un homme arriver.
Maxwell Johnson, donc un homme au front un petit peu dégarni, qui est habillé assez richement. Il a une un costume plutôt joli avec des broderies. En tout cas, ça doit coûter de l'argent. Effectivement, tu vois John qu'il a des petites chaussures aussi plutôt à la mode, un peu brillantes. Enfin voilà, clairement le garçon a de l'argent. Il s'approche de vous et il vous regarde tous les deux. Oui, Maxwell Johnson, que puis-je faire pour vous? Bienvenue dans mon établissement. Et vous voyez qu'il vous détaille clairement de haut en bas pour voir la façon dont vous êtes fringué. Claire, il te regarde, fais pas trop attention à toi. John, il voit que tu es plutôt bien habillé, il voit que tu as quelques bijoux aux mains. Il s'approche un peu plus de toi. Monsieur, peut-être souhaitez-vous acquérir un de nos nombreux objets? Enchanté, monsieur. Je me présente, je suis John Grisham. Je suis un fervent collectionneur d'objets anciens, divers et variés. Et je souhaite élargir ma collection actuelle. Et je m'intéresse tout particulièrement en ce moment à tout ce qui va toucher à l'Ouest indien. Voilà, pour faire assez simple. Et je me demandais ce que vous pourriez avoir de exotique, je dirais, d'original en la matière. L'Ouest indien. Ces sauvages vous intéressent donc? Je pense pourtant qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à trouver chez eux, mais effectivement, nous avons différentes choses. Donc effectivement, il te montre une peau de bison dans un endroit, mais qui est un peu reculé du magasin. C'est clairement pas ce qui est le plus présent dans la vitrine. Une coiffe de chef indien aussi, mais voilà, c'est pas ça qui vend le plus cher, quoi, clairement. Je ne pensais pas à cela. Voilà. Je pensais plutôt à des objets ésotériques, peut-être avec un lien religieux, des runes, des pierres, des choses comme ça. Ah, écoutez, j'avais une pierre il n'y a pas si longtemps que ça, mais je l'ai vendue à un collectionneur d'Arkham, une personne remarquable. Mais non, malheureusement, je n'en ai plus. Est-ce que vous vous souviendriez par hasard du nom de ce collectionneur? Oh, écoutez, j'ai pour mission de ne jamais dévoiler le nom de mes clients, bien évidemment. La maison est obligation de discrétion, bien sûr. Mais peut-être seriez-vous intéressé plutôt par ce sabre de samouraï magnifique. Il est seulement à 15 000 $. L'argent n'est pas un souci, c'est bien évidemment, mais... Pas quelque chose qui me fait plaisir. Pour autant, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'intéresse actuellement, malheureusement. Mais ce Basming de l'ancienne deuxième période bleue, il est seulement à 45 000 $. J'en ai déjà deux. Claire, tu regardes le vase en question et toi, t'es sûr qu'il vaut pas ce prix-là, clairement, mais c'est pas grave. Écoutez, jouons carte sur table, mon cher, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Je sais pertinemment que vous avez vendu cette pierre à Monsieur Ramberton Jr., qui malheureusement est décédé très récemment. Vous me la prenez. Quel dommage, un si bon client. Et cette pierre a été volée. Ah, la pierre en question. Écoutez, ce n'est qu'une pauvre pierre avec quelques dessins dessus. Je n'ai jamais trop compris pourquoi Monsieur Ramberton s'y intéressait, mais ce qui est bizarre, c'est que vous n'êtes pas les premiers à me parler de cette pierre. J'ai reçu... je pense que je peux vous en parler. J'ai reçu une lettre d'un dénommé Corman il n'y a pas si longtemps et qui me demandait des informations à ce sujet et tout spécialement, tout dernièrement, un professeur spécialisé dans les antiquités indiennes m'a également demandé des renseignements. Décidément, vous êtes donc la troisième personne à venir me parler de cette pierre. Nous parlons du professeur McCardwell? Je ne sais pas, il ne s'est pas présenté, je n'ai pas eu son nom. Il a juste parlé de son titre, et puis un homme assez hautain pour le coup, je n'ai pas du tout accroché avec lui, en plus ses vêtements m'avaient l'air d'une pauvreté absolue, je ne vois pas en quoi il aurait pu être intéressé par quoi que ce soit dans ma boutique. Alors je suis tout de même au regret de vous annoncer que M. Corman est également décédé. Quel malheur pour lui. Il en a strictement rien à foutre, hein. Clairement c'est pas...
Pas sans Je suis doute. la deuxième personne en lien avec cette pierre. Est-ce que par hasard, est-ce que vous auriez souvenir d'où vous avez eu? Ou est-ce que vous auriez acheté cette pierre? Quelle est son origine? Écoutez, je vais aller fouiller dans mes registres. Oui, effectivement, j'ai acheté cette pierre. Elle m'a été vendue par un shérif, le shérif du petit village de Porterville. C'est un tout petit village dans la vallée du Crâne qui est situé dans les montagnes. C'est à 2 jours de cheval, je crois, d'ici, ouais, une cinquantaine de kilomètres à peu près. C'est un peu perdu dans les montagnes rocheuses. Il est venu ici il y a quoi, il y a 2 mois à peu près. Voilà, je lui ai fait un très bon prix sur cette pierre. Donc, vous êtes absolument sûr qu'il a entubé le shérif, qu'il a acheté ça à $10 et qu'il l'a revendu 2000 ou 3000 derrière, bien évidemment. Clairement. Étant moi-même dans le business de l'arnaque d'art. Très bien, Duncan, très est-ce que bien. tu rentres ou pas dans la pièce ou tu restes à l'extérieur Pour l'instant, je reste à Parle. l'extérieur. D'accord. Ok, très bien. Et du coup, alors, vous m'avez dit que vous n'avez pas retenu son nom, mais le professeur en question ne nous a pas laissé une carte pour le joindre ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tout à fait. Non. Je me rappelle qu'il m'a également demandé si j'avais des livres sur les sociétés indiennes dans l'Ouest, mais je n'avais pas ça, donc je n'ai pas été capable de lui répondre là-dessus, effectivement. Et vous n'avez pas d'autres objets liés qui vous auraient été vendus par le même shérif? Si on l'a déjà vu à plusieurs reprises nous ramener des choses, mais qui n'étaient pas franchement intéressantes. Il a essayé de nous ramener des choses des Indiens, bah voilà, comme cette peau de bison que vous avez déjà vue là, mais bon, clairement j'en avais déjà une, je ne voyais aucun intérêt à avoir ça, d'autant plus que ce shérif avait l'air un peu de transpirer l'alcool, moins je le fréquente et mieux ça va. Cette pierre était intéressante parce qu'elle avait des espèces de runes gravées dessus, effectivement, mais voilà, sur le côté, comme vous le disiez, ésotérique, elle pouvait présenter un intérêt, et je pense que c'est ce qui a séduit monsieur Ramberton. Quel dommage d'avoir perdu un si bon client malgré tout. Mais voilà, au-delà de ça, non. Bien. Très bien, Monsieur Johnson. Écoutez, je vous remercie beaucoup. J'ai pas forcément d'autres questions qui me viennent. Je pense que je reviendrai dans votre boutique pour d'autres sujets, car je vois beaucoup de belles pièces, mais ce n'est pas l'objet de ma visite aujourd'hui. Effectivement. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à nous joindre. Puis de temps une carte de visite derrière. Voilà, un petit truc avec des lettres un petit peu dorées dessus. Plutôt chic pour l'époque, en tout cas. Donc on fait un Alors petit compte rendu à notre ami Duncan. Et donc le propriétaire de la boutique nous a parlé de la pierre qui a effectivement été acquise par Monsieur Ramberton. Elle lui a été vendue par un shérif qui vient d'une vallée à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Et il a bien été en contact avec Monsieur Corman qui souhaitait avoir plus d'informations, et également avec notre ami le professeur. En tout cas, on le suppose car il n'avait pas retenu son nom. Faudrait se renseigner s'il y a une université dans le coin. L'université du Colorado. Oui, tout à fait, oui. Faut aller se renseigner s'il n'y a pas ce fameux professeur. Oui, bah, je pense qu'elle est basée à Denver, de toute façon, l'université de Colorado, donc je pense que ça paraît être une idée assez simple à réaliser. Oui, vous trouvez l'adresse assez facilement de cette université, il n'y a aucun problème, oui, tout à fait. Bon, bah, on va se renseigner du coup. D'ailleurs, un accueil, quelque chose. Ah bah oui, accueil sur le campus. Ok, oui, il y a effectivement un accueil sur le campus. Le campus, vous rentrez dedans assez facilement. Oui. Il est ouvert et vous trouvez le bâtiment de la bibliothèque ou le département archéologique. Voilà, les deux sont au même endroit assez facilement, effectivement. Oui. Ouais. Est-ce que vous voulez chercher de spécifique à cet endroit-là? Le bureau du professeur ou sa salle de classe. Voilà. D'accord, vous voulez savoir s'il est dans l'annuaire des profs en question. Ok. Faites-moi un jet de doc. 70, c'est réussi pour Duncan.
49, c'est réussi également pour Claire. Et 70, c'est raté pour John. Vous épluchez tous les livres qui contiennent les noms des profs. Et vous voyez effectivement le nom de McCaldwell apparaître. Vous voyez juste que dans les années 20, donc il y a quelques années maintenant, puisqu'on est plutôt fin des années 20 actuellement, il a enseigné il a enseigné dans le cadre de un cours de mythologie occulte des civilisations indiennes. Donc un cours extrêmement poussé et précis, mais que il a enseigné uniquement pendant 3 mois, visiblement. C'est court. Et donc là, selon ce qu'on consulte, il ne fait plus partie de l'université. Tout à fait. Est-ce Je suppose qu'il n'y a pas d'adresse, de contact. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de passer par ce qui à l'époque se rapproche le plus d'un secrétariat pour au moins avoir la dernière adresse connue? Non, c'est trop ancien. Ok. J'y pense maintenant, mais il n'y avait pas encore d'annuaire public à cette époque-là. Dans les postes, tu pouvais avoir les choses les plus importantes, on va dire, mais l'annuaire public avec tout le monde dedans, genre les pages blanches. Genre le botin, je pense pas que le botin était public à l'époque. Le professeur, peut-être? Un des profs qui l'aurait croisé. Si ça remonte à quelques années. Ouais. On va peut-être pas se taper toute l'université. Ça peut être long quand même. Alors théoriquement, t'avais un truc formulaire qui était renseignement où t'étais censé avoir un opérateur et tu demandais telle personne est dans telle ville, mais je suis pas sûr que ça marchait aussi facilement. Sinon on a une autre piste, c'est aller voir le fameux shérif qui a vendu la pierre à 50 bornes dans les montagnes. Ouais, justement, j'y pense, mais oui. je voulais être sûr qu'on loupe rien à Denver avant de partir. Je retourne à Denver après. Pas à 50 bornes, pas à 3 jours. Ouais, bon, écoute, on fait comme ça. Ok, et partons pour les montagnes. Alors, on va pas y aller à cheval, parce que c'est toujours à cheval, donc... une carriole. Ouais. On va aller louer un véhicule avec un chauffeur. De toute façon, je ne pars jamais sans mon chauffeur, donc je vais demander à Oscar de nous trouver un véhicule confortable pour se rendre. Je pense qu'arriver dans les montagnes en véhicule, c'est au pied des montagnes. Il y a 50 bornes à faire. Ouais, moi, je les fais pas à cheval. À une carriole, tu vois. Pour le coup, pour vous rendre jusqu'à Porterville, qui n'est indiqué sur aucune carte, et à la vallée du Crâne, vous vous renseignez rapidement auprès à la poste de Denver ou au bureau de poste ou à l'université, à l'université plutôt d'ailleurs. Vous voyez qu'il faut passer par une ville qui s'appelle Idaho Springs, qui est une ville d'importance moyenne, qui est déjà bien dans les contreforts des Rocheuses. Cette ville-là, effectivement, elle est accessible assez facilement. Par contre, clairement, de Idaho Springs à Porterville, c'est à dos de cheval dans la montagne sur des petits sentiers. Il n'y a pas du tout de route pour aller là-bas, clairement pas. On n'est pas arrivé. Il va falloir que tu abîmes ta croupe, John. Je vais donc salir mes beaux vêtements. J'en suis tout retourné. Et ça se voit. Donc vous louez un chariot assez confortable dans un premier temps pour aller jusqu'à Idaho Springs. Là-bas, l'ambiance Far West, elle est encore plus importante que ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Là, clairement, tout le monde est habillé de cette façon-là. Vos vêtements de ville commencent un peu à détonner par rapport au reste, pour le coup. Ils ne sont pas même forcément très, très confortables. Et puis, il y a une espèce d'écurie qui permet de louer des chevaux et un petit peu de matériel pour que vous puissiez partir. Alors, et au passage, il n'y a pas une friperie où on pourrait changer, justement? Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Vous voulez prendre des vêtements un peu plus confortables et adaptés un peu plus passe-partout. D'accord. Adapté à la situation. Quel est ce goût horrible pour la mode?
Alors effectivement, même les fringues que tu achètes dans cette friperie ont une odeur très forte de cheval ou de vache au choix. C'est quand même très loin des tenues que tu peux avoir l'habitude d'avoir, John. J'aurais quelque chose à dire. Le cheval, c'est génial. Donc, vous louez quelques chevaux. Vous prenez peut-être un petit peu de matériel avec vous d'ailleurs pour pouvoir avancer dans la montagne. Alors, il y a environ 6 heures de trajet entre Idaho Springs et Porterville. Vous traversez des régions avec des sols plutôt rocailleux, des petits sentiers. Par endroits, il y a un espèce de petit de petits ruisseaux qui passent, voilà, des endroits où John, tu n'es absolument pas habitué à aller. Va-t-il survivre ? Est-ce que Oscar t'accompagne ou pas? Alors, non. Non, Oscar ne m'accompagne pas. Les laisser en ville pour qu'il puisse préparer un retour douillet. Très bien. De cette aventure qui promet d'être bucolique. Ok, parfait. Vous avancez dans la montagne et vous passez par différents endroits. Et au bout d'un moment, t'as quand même assez mal au cul, on va le dire, John, hein, mine de rien, c'est vraiment pas confortable. T'en as plutôt marre, tu commences à te plaindre beaucoup. Et au bout d'un moment, vous finissez par arriver à une espèce de vallée. Vous surplombez un endroit et vous voyez devant vous une vallée qui est un peu entourée de montagnes en fait. Dans cette vallée, il y a un espèce de lac et vous voyez qu'il y a un chemin qui descend vers cet endroit-là et ça fait une espèce de goulet d'étranglement. Donc ça donne une forme un peu arrondie qui pourrait s'apparenter à la vision d'un crâne, d'où le nom de la vallée du crâne. Vous avancez par là et il y a un premier pont qui permet en fait de passer de la forêt elle-même d'où vous venez vers une autre forêt dans laquelle vous avez vu au loin l'espèce de petite ville de Porterville où il y a, je sais pas, 15 baraques maximum, hein. C'est vraiment un truc pas très grand. Vous passez cette espèce de petit pont. Il fait toujours une chaleur écrasante, hein, même si vous êtes dans la montagne, plutôt en altitude pour le coup. Vraiment, vous transpirez de partout, vous suez, c'est une catastrophe. Les odeurs autour de vous, c'est vraiment chiant. Et à partir du moment où vous passez cet endroit, vous avez vraiment une impression sous les arbres d'être un peu comme si vous étiez dans la jungle. Voilà, les arbres sont vraiment extrêmement touffus. La végétation est assez dense pour le coup. Faites-moi un jet tous les trois, s'il vous plaît. Alors... 90 pour ma part. 56. 83. Alors que vous venez de passer le pont, vous êtes avancé encore d'une cinquantaine de mètres, le village doit être à 2-3 km devant vous à peu près au loin. D'un seul coup, il y a un coup de feu qui est tiré de derrière un arbre. Duncan, tu me fais un jet d'esquive, s'il te plaît. Avec un malus de 20. 22. Oui, c'est ça exactement. On lui 88. coupe la tête. Effectivement, tu sens une douleur. Tu sens une douleur au niveau de ton bras et tu tombes par terre directement. Tu t'éclates la gueule du cheval par terre. T'as pas pris la balle dans le bras. Elle a rippé sur le côté ici. T'as une espèce de gerbe de sang qui commence à couler un peu. Tu tombes sur le sol. Les deux autres, qu'est-ce que vous faites? Instinctivement, je mets la main quand même sur la blessure. Ouais. Même si je suis au sol, je suis recroquevillé, j'ai la main sur la blessure. Les chevaux, ils se cabrent pas, rien. C'est une bonne question. Je fais un jet pour le cheval de Claire à 60 au moins. Il se cabre. Le tien, il se cabre pas. Claire, tu me fais un jet d'agilité. Donc tu vas me faire un jet de... Équitation, non? Y'a pas? Oui, équitation. Tu pourrais faire équitation, effectivement. 5%. Est-ce que tu arrives à maîtriser le cheval ou pas? C'est mal parti. Les copains ont des bonnes idées parfois.
24. Non, effectivement, le cheval te désarçonne également. Tu tombes à terre. John, il n'y a que toi qui réussis à contrôler ton cheval. Donc Claire, tu peux rien faire non plus. John, tu fais quoi? Je descends évidemment immédiatement de cheval. Je prends le temps d'attacher le harnais du cheval pour qu'il ne s'enfuit pas, parce que j'ai pas trop envie qu'il s'enfuit quand même. Et je vais Deuxième coup de feu éclate et te frôle les oreilles. Je me jette au sol dans un élan de courage inédit et rocambolesque. Et je me rapproche de... Qui est le plus proche de moi, Duncan ou Claire? Claire. Claire, je me rapproche de Claire, ça tombe bien, c'est la dame, on va voir normalement la dame en premier, pour m'enquérir de comment elle va. Alors, un peu mal au fondement probablement, mais à part ça, ça va, la chute n'a pas été, catastrophique. Duncan, tu permets de te relever aussi, t'as mal à l'épaule droite. Tu sens que t'as un truc qui a frôlé ton bras, en tout cas t'as pas pris de balle, mais pas plus que ça. Il y a un troisième tir qui touche un arbre à côté de vous. Faites-moi un jet tous les trois, s'il vous plaît, en toc, pour voir si vous arrivez à distinguer d'où ça provient. Oh. Alors par contre, quand on fait des jets d'armes à feu sur moi, y a aucun problème. Oh là 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 là. Fou. Ouais, alors celui qui résiste au cheval, va mettre tes lunettes. Il en faut un. Alors, John, t'es concentré sur Claire qui est tombée au sol et tu regardes pas. Par contre, Claire et Duncan, vous voyez très clairement l'endroit d'où le coup de feu est tiré, c'est derrière un arbre, une petite silhouette, et vous voyez dépasser le bout du canon en tout cas. Que faites-vous tous les trois? Moi, je hurle « Cessez le feu !» de toutes mes forces, mais en restant relativement accroupi et en commençant à me diriger vers un arbre pour me mettre à couvert. Ok, Claire, tu fais quoi? Est-ce qu'on est loin de l'arbre d'où les coups de feu partent? Une quinzaine de mètres. Donc en rampant vers l'arbre, on a plus de chances de mourir avant. Je vais essayer de me mettre à couvert derrière un arbre, un truc qui traîne. Ouais, il y a pas mal d'arbres dans le coin, effectivement. Et toi, John? Du coup, je leur demande s'ils ont vu d'où venait le coup de feu, et je sors ma propre arme, vu que je suis armé. Ok, tu sors ton arme. Les autres, vous lui répondez ou pas? Moi, je montre juste du doigt, étant calé contre mon arme et en hurlant cessez le feu, j'entends quand même John. Et levant avec beaucoup de mal le bras, je fais un signe du pouce comme ça en montrant la direction. Quatrième coup de feu, claque, et frôle tes oreilles, Claire. Décidément, vous avez de la chance. Je peux tirer un peu au hasard, histoire d'effrayer. Tu peux faire un tir un peu au hasard, je t'en prie, vas-y. Tu balances une balle, ça part dans les fourrés, rien de particulier. Vous entendez un bruit de fourré, comme si votre assaillant avait un espèce de déplacement. Que faites-vous? Je décale la tête et je regarde. Ok, avant de te répondre, Claire? Je m'aplatis un peu plus au sol et j'essaye de distinguer aussi sous les herbes. J'essaie de me mettre quand même à couvert, parce que là, je suis quand même gros découvert. J'essaie de me mettre à couvert derrière un arbre en essayant de regarder d'où viennent les bruits. Ok. Encore un coup de feu, mais qui part totalement à côté cette fois-ci. Duncan, tu passes une tête et tu vois précisément l'endroit d'où ça vient. Et effectivement, tu repères un espèce de gros arbre et tu vois une silhouette derrière. Claire, toi, t'es penché au niveau du sol et tu as vu un mouvement effectivement de quelqu'un, en tout cas, qui arrivait derrière un arbre à cet endroit. Typiquement, entre ma position et la position que j'ai repérée, est-ce qu'il y a d'autres arbres sur lesquels je peux me mettre à couvert? Oui, il y en a un. Du coup, je profite du mouvement de la personne pour aller me mettre à couvert sur cet arbre-là, pendant que lui change d'arbre. Donc tu te lèves et tu t'avances dans cette direction-là. Je cours même. Je m'avance pas, je cours. Ok. Claire, t'es toujours au sol? Tu restes plaqué? Tu fais quelque chose? Je reste au sol. Tu restes au sol. Et John, t'as repéré l'endroit d'où ça venait aussi maintenant. Ça fait quand même quelques fois que ça vient du même endroit. Du coup, je tire. Tu retires une fois? Ouais. Ok. Je vais faire un jet ouvert à
35 ou moins. Au moment où tu tires, tu as l'impression de voir une forme qui se dégage de l'arbre et elle prend une balle en pleine tête. Bah moi je vais tout de suite voir parce que j'étais déjà dans ma course en fait, à ce moment-là. Oui, t'es le premier qui arrive là-dessus. Donc j'arrive Claire, sur tu te relèves, tu te... Moi, je me relève un peu, mais je reste caché derrière. J'ai pas du tout envie d'aller voir. Et je regarde quand même autour qu'il n'y ait pas un autre tireur. Eh bien, ok. Et toi, John? Je vais John, voir tu vas me faire un jet de santé mentale. T'as jamais tiré sur quelqu'un pour de vrai jusqu'à maintenant. Donc on va voir quelle est ta réaction, s'il te plaît. Oui, c'est vrai que lui il a pas l'habitude d'abattre des épouses à longue distance. D'accord, ok, tu réussis ton jet. Ok, t'es quand même secoué par ce qui vient de passer parce que t'avais jamais réellement tiré sur quelqu'un. Donc t'as encore un peu l'arme tremblante malgré tout. Duncan, tu t'approches de l'arbre. Tu vois une forme allongée au sol. Une forme qui ne bouge plus. Une forme de plutôt petite taille. Tellement de petite taille que tu te rends compte que c'est un gamin qui n'a pas plus de 10 ans.